Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. 1 à 6. Asymétrie et campagne de propagande, ces 5 filtres sélectionnent sans pitié les informations susceptibles de parution et plus encore de faire la une et de bénéficier d'un suivi régulier. Par définition, toute information émanant d'une source primaire située dans l'establishment satisfait aux exigences d'un des filtres les plus importants et sera immédiatement traitée par les médias. Celle émanant ou concernant des dissidents, des individus ou des groupes faibles ou inorganisés, étrangers ou non, ont un handicap de départ en matière de crédibilité et de coût de vérification. De plus, elles sont souvent non conformes à l'idéologie et aux intérêts des gatekeepers et autres puissants tiers influençant le processus de sélection, sauf évidemment dans le cas de dissidents prêts à dénoncer les ennemis officiels. Ainsi, par exemple, la torture de prisonniers politiques et les raids antisyndicaux en Turquie sont-ils des sujets qui n'étaient poussés dans les médias que par des militants. Des groupes de défense des droits humains disposant de peu de leviers politiques. L'administration américaine a soutenu le gouvernement turc ayant instauré la loi martiale à son arrivée au pouvoir en 1980, et les milieux d'affaires ont chaleureusement accueilli tous les régimes professant un anticommunisme fervent et favorable à l'investissement, à la répression des syndicalistes, et soutien loyaux de la politique étrangère des États-Unis. Louables dispositions qui vont FRE accent aigu qu'amant de pair. Des médias qui auraient fait le choix de dénoncer les exactions des Turcs à l'encontre de leur propre population auraient dû engager des frais de recoupement de l'information, s'exposant en outre à un contre-feu de la part du gouvernement, des entreprises et des think tanks de droite. Ils auraient aussi pris le risque d'être mal vus par les milieux d'affaires, et notamment les annonceurs, pour leur indulgence en faveur de croisades aussi fantaisistes. Ils auraient également eu tendance à être bien seuls à défendre des victimes qui, du point de vue d'intérêts américains dominants, sont dépourvus d'intérêt. À l'inverse, protester contre la détention de prisonniers politiques et la violation des droits des syndicats en Pologne en 1981 était, aux yeux de l'administration Reagan et du monde des affaires, la plus noble des causes et, ce qui n'est pas une coïncidence, l'occasion de marquer des points politiquement. Nombre de lecteurs et de chroniqueurs à gages avaient le même sentiment. Des points de vue radicaux sur la question des violations des droits humains en Pologne étaient mis à disposition par des sources officielles à Washington, et le recours à des dissidents polonais n'est exposé à aucun contre-feu. Ces victimes étaient généralement considérées comme dignes d'intérêt par les gardiens de l'orthodoxie assurée par les filtres. Les médias n'expliquaient jamais pourquoi un Andreï Sakharov était digne d'intérêt tandis que l'Uruguayen José Luis Masra ne l'était pas. L'intérêt sélectif et la vision systématiquement binaire est le résultat naturel du passage par les filtres. Mais l'effet est le même que si un commissaire avait donné pour consigne aux médias de focaliser sur les victimes de nos adversaires et laisser tomber celles de nos alliés. On peut constater pareil type d'asymétrie en politique intérieure. Les analystes ont observé la même focalisation indignée des médias sur les profiteurs du système des protections sociales, et, en parallèle, l'absence de focalisation et l'inconsistance des critiques portant sur les cas de fraude, d'évasion fiscale massive et d'abus de biens publics infiniment plus graves dans l'industrie et les milieux d'affaires. On note aussi une profonde répugnance de la part des médias à se pencher sur les causes structurelles de la pauvreté et de l'inégalité. Après avoir longuement passé en revue les différents aspects d'une criminalisation de la pauvreté, qui ne date pas d'hier, et les attaques incessantes contre les profiteurs du chômage en Angleterre, Peter Golding et Sue Middleton soulignent qu'à l'inverse, dans les médias, l'évasion fiscale semble tout à fait acceptable, voire louable, celui qui la pratique faisant figure non seulement de victime mais même de héros. Il note aussi que le capitalisme de l'État-providence a invisibilisé les causes et conditions réelles de la pauvreté. Dans un chapitre intitulé « Les riches méritants », Liebling montre combien, aux États-Unis, la croisade contre les plus démunis est la croisade favorite des éditeurs de la presse écrite, et qu'il n'est aucun concept qu'ils prisent davantage que celui de mauvais pauvres. Avec un luxe de détails remarquable, Liebling montre les efforts des médias pour tirer vers le bas impôts et dépenses sociales, en affirmant que les pauvres ont des économies cachées ou mauvais caractère, ou les deux. Ces stratégies ne font pas seulement diversion, elles désolidarisent les travailleurs des chômeurs et des marginaux et culpabilisent ces derniers de prendre part à un système dégénéré de rapine.
Les fausses anecdotes inventées par Reagan au sujet des profiteurs du chômage, et son silence total sur le pillage à grande échelle du bien public par ses propres sponsors du monde de l'industrie et des affaires, participent d'une longue tradition d'impitoyable avidité cynique. Les informations sur les exactions commises contre les victimes dignes d'intérêt passent non seulement les filtres sans encombre mais peuvent, de surcroît, servir de base à des campagnes de propagande intenses. Si le gouvernement ou les milieux industriels et les médias trouvent dans quelque histoire un potentiel à la fois utile et dramatique, ils ne manqueront pas de l'utiliser comme point focal pour éclairer le public. Tel fut le cas, par exemple en septembre 1983, lorsque l'armée de l'air soviétique abattit le vol 007 de la Korean Airlines, ce qui déclencha une vaste campagne de dénigrement d'un ennemi officiel et fut l'occasion de faire considérablement avancer les projets de réarmement de l'administration Reagan. Ainsi que le faisait complaisamment remarquer Bernard Wertzman, dans le New York Times du 31 août 1984, les représentants des États-Unis affirment que les critiques du monde entier à l'égard de la manière dont l'URSS a géré la crise ont renforcé la position des États-Unis dans leurs relations avec Moscou. À l'opposé, la destruction en vol d'un appareil de ligne libyen par l'aviation israélienne en 1973 n'avait suscité en Occident ni indignation particulière, ni boycott, ni dénonciation d'un « assassinat de sang-froid ». Dans son éditorial du 1er mars 1973, le New York Times expliqua cette différence de traitement précisément par l'utilitarisme. Une virulente polémique sur la nécessité de condamner ou non le fait qu'un avion de ligne libyen avait été abattu au-dessus de la péninsule du Sinaï la semaine dernière ne servirait aucun but utile. Focaliser sur une exaction soviétique servait en revanche un but utile de premier ordre. Il s'ensuivit donc une campagne massive de propagande. Le fait que les Russes étaient manifestement convaincus qu'il ne s'agissait pas d'un vol civil fut un aspect totalement occulté par les responsables américains, de sorte que la prétendue destruction délibérée d'un avion civil en vol put servir de base à une campagne de dénonciation extrêmement dure de la barbarie soviétique. Les Israéliens, eux, savaient pertinemment qu'il s'agissait d'un vol civil, et l'admirent ouvertement, mais dans ce cas précis, à l'Ouest, cela n'avait plus grande importance. En général, les campagnes de propagande sont ajustées aux intérêts des élites. La peur du « rouge » en 1919 à 1920 fut des plus utiles pour contrer les syndicats dans les ACIE Accent-Aigurie et différentes industries après la Grande Guerre. Cette même peur répandue par le macartisme facilita le déclenchement de la guerre froide et une économie de guerre permanente, mais il permit aussi d'affaiblir la coalition progressiste de la période du New Deal. La focalisation chronique sur le sort tragique des dissidents soviétiques, sur les exactions de l'ennemi au Cambodge et sur la filière bulgare a permis d'atténuer le syndrome du Vietnam, de justifier une course aux armements effrénée ainsi qu'une politique étrangère plus agressive, tout en détournant l'attention d'un mouvement de redistribution des richesses vers le haut, qui était le cœur même du programme économique de Reagan. Dans le même temps, on peut attribuer une fonction consensuelle identique aux orgies patriotiques comme les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, au Liberty Weekend et aux vols spatiaux. De même, les campagnes de désinformation au sujet du Nicaragua permirent-elles de détourner les regards de l'impitoyable répression menée au Salvador et de justifier l'engagement croissant des États-Unis dans la contre-révolution en Amérique centrale. Inversement, aucune campagne de propagande ne sera lancée là où la victimisation si massive, continue et épouvantable que puissent être les exactions perpétrées ne sert pas l'intérêt des élites. Ainsi, tandis que la focalisation sur les exactions commises au Cambodge sous Pol Pot, au moment où elles avaient lieu et par la suite, s'avérait excessivement utile, le Cambodge étant tombé aux mains des communistes, il devenait facile de donner des leçons en exhibant leurs victimes. Les innombrables victimes des bombardements américains qui avaient précédé la prise de pouvoir des communistes furent ostensiblement passées sous silence par la presse des élites américaines. Après le renversement de Pol Pot par les Vietnamiens, les États-Unis changèrent leur fusil d'épaule pour apporter leur soutien à ce dictateur, pire que Hitler, qui la veille avait tenu le rôle du méchant. Et la presse se montra subitement plus discrète, s'ajustant une fois de plus aux impératifs politiques nationaux. Lire nfo.chap.vi. De toute évidence,
Se préoccuper des victimes des massacres indonésiens de 1965 à 1966 ou de l'invasion indonésienne du Timor oriental à partir de 1975 ne permettait d'escompter aucun profit justifiant le lancement d'une campagne médiatique parce que l'Indonésie, alliée et cliente des États-Unis, devait rester ouverte aux investissements occidentaux et parce que, s'agissant du Timor oriental, les États-Unis portaient directement la responsabilité des tueries. Il en allait de même des victimes du terrorisme d'État au Chili et au Guatemala, tous deux clients des États-Unis et dont les structures institutionnelles de base, y compris le système de terrorisme d'État, avaient été mises en place et perduraient grâce à leur soutien déterminant. Des campagnes de propagande prenant la défense de ce genre de victimes seraient entrées directement en conflit avec les intérêts du gouvernement et des milieux d'affaires et, selon notre modèle, n'auraient eu aucune chance de passer au travers des filtres. Même si, comme nous le verrons, s'agissant de sujets sur lesquels les élites sont réellement divisées, certaines voix dissidentes peuvent se faire entendre dans les médias. Alors l'inflation d'allégations et la mise entre parenthèses de l'esprit critique seront moins à l'ordre du jour. Les campagnes de propagande peuvent être lancées soit par le gouvernement lui-même, soit par un ou plusieurs médias dominants. Celle visant à discréditer le gouvernement du Nicaragua, à présenter les élections salvadoriennes comme légitimant la démocratie en place, ou à tirer parti de la destruction du vol CAL 007 pour s'assurer un soutien unanime de la population afin de poursuivre la course aux armements furent conçues et lancées par le gouvernement lui-même. Celles dénonçant les crimes de Pol Pot ou le prétendu complot du KGB pour assassiner le pape furent initiées par le Reader's Digest puis instantanément reprises et amplifiées par NBC TV, le New York Times, et autres. Certaines campagnes de propagande sont lancées conjointement par le gouvernement et par les médias, mais toutes nécessitent impérativement la collaboration de ces derniers. L'explication de l'orientation univoque des campagnes de propagande médiatique s'explique par les filtres. Les médias laisseront toujours s'éteindre un sujet heurtant de grands intérêts, à supposer qu'il ait seulement réussi à émerger. Quant au sujet INSTM mentalisable, le processus peut être lancé grâce à une série d'indiscrétions gouvernementales, de conférences de presse, notes non signées, etc. Ou bien par les médias avec la publication, par exemple, d'articles de Baron et Paul, l'assassinat d'un charmant pays, Cambodge, ou de Claire Sterling, le complot pour tuer le pape, tous deux parus dans le Reader's Digest. Si les autres médias dominants trouvent l'histoire à leur goût, ils s'empresseront d'en donner leur propre version et le sujet sera bientôt assez omniprésent pour faire l'info. Si les articles sont rédigés sur un ton assuré et convaincant, s'ils ne sont pas critiqués ou exposés à des interprétations alternatives dans les médias et s'ils peuvent s'appuyer sur des experts, les thèmes de propagande deviennent rapidement la vérité, même sans véritable preuve. Une situation qui tend à écarter les points de vue dissidents de façon encore plus significative, désormais confrontée à des croyances de sens commun solidement établies. Ce qui ouvre à son tour une opportunité pour de nouvelles surenchères, car elles peuvent en être proférées sans crainte d'être sérieusement mises en doute. Ce genre d'informations sauvages susciterait de virulents contrefeux si elles venaient contredire quelques positions officielles. Si bien qu'un tel emballement serait contrôlé par le gouvernement et le marché. Mais une telle mécanique de protection n'existe pas quand il s'agit d'allégations qui vont dans le sens du système. Dans ce cas, les campagnes de protestation pousseront au contraire les médias à développer plus d'hystérie à la face de l'ennemi et du mal. Loin de se limiter à suspendre l'esprit critique et le zèle investigatif, les médias rivalisent de moyens pour aller encore plus dans le sens de la vérité nouvellement établie. Le passé, le contexte, les faits même les analyses les plus complètes et les plus soigneusement documentées se verront dédaignés ou écartés s'ils viennent contredire les thèses désormais officielles. Et si la thèse elle-même vient à s'effondrer sous son propre poids d'imposture, les médias plieront discrètement bagages et passeront tout simplement à autre chose. Le modèle de propagande ne nous permet pas seulement de prévoir ce qui aura ou non de la valeur en fonction de son utilité et ce qui retiendra ou non l'intérêt, mais aussi la variation qualitative du traitement de l'information relative aux victimes dignes ou non d'intérêt, ou d'État client ou ennemi. Autrement dit, le modèle prévoit que les sources officielles des États-Unis et de leurs clients seront massivement sollicitées de façon non critique lorsqu'il s'agira de nos propres exactions et de celles de nos alliés, tandis que, dans le cas de nos ennemis, on aura plus facilement recours aux réfugiés et autres sources dissidentes. De même,
On peut anticiper une morale particulière lorsqu'il s'agit de nous et de nos amis, comme l'idée que nos pays et leurs leaders n'ont d'autre ambition que d'imposer la paix et la démocratie, de combattre le terrorisme et ne disent que la vérité, qui ne s'appliquera pas quand il s'agit de nos ennemis. On s'attendra à 2 poids, 2 mesures, ce qui sera constitutif du mal chez les États ennemis se réduisant à un point de détail quand il s'agira de nous ou de nos alliés. Le point de focalisation différera d'un cas dans l'autre. On s'attendra à un déploiement de zèle quand il s'agira d'enquêter sur les crimes de l'ennemi et de traquer les coupables jusqu'au sommet dans les États qu'il dirige, mais beaucoup moins quand il s'agira de nos crimes ou de ceux de nos affidés. La qualité de la couverture médiatique apparaîtra encore mieux et de façon plus crue à travers la mise en page, le titre ou les termes utilisés, entre autres moyens de susciter la curiosité et l'indignation. Dans les rubriques « Point de vue », on pourra s'attendre à un éventail d'opinions très limité. Notre hypothèse est que les victimes dignes d'intérêt seront fortement mises en avant avec des accents dramatiques, avec force détails humains, et que leur victimisation s'appuiera sur une mise en récit riche en détails et en éléments de contexte propres à susciter l'intérêt et la compassion du lecteur. À l'inverse, fréquemment déshumanisées, les victimes indignes d'intérêt n'auront droit qu'à peu de détails, et à un vague contexte peu propre à susciter l'indignation ou les protestations. Parallèlement, du fait de l'hégémonie des sources accent aigu émanant de l'establishment, de la puissance des groupes de pression et de l'idéologie anticommuniste, on s'attendra à enregistrer des cris d'orfraie estimant que le sort des victimes dignes d'intérêt est cruellement négligé, et qu'au contraire celles qui ne le sont pas bénéficient d'une générosité excessive et acritique. Tandis que l'hostilité libérale et l'esprit contestataire, voire subversif, des médias à l'égard du gouvernement expliquent nos difficultés à mobiliser le soutien indispensable à la énième de nos interventions contre-révolutionnaires. En somme, la théorie de la propagande appliquée à la couverture médiatique suggère une importante et systématique asymétrie au service de puissants intérêts domestiques. Cela doit pouvoir se vérifier en étudiant cette asymétrie à travers les choix, le volume et la qualité de l'information. Dans les chapitres qui suivent, nous allons effectivement constater à quel point cette asymétrie est massive et systématique. Non seulement le choix de couvrir ou d'occulter tel ou tel événement est corrélé avec l'utilité qu'en tire le système, mais les différences formelles dans le traitement des faits, mise en page, ton, contextualisation, exhaustivité du traitement, servent des objectifs politiques. Complément 2002, remise à jour du modèle de propagande. Le modèle de propagande explique à grands traits le comportement et la production des médias par leur nature industrielle et leur appartenance à l'économie politique du système dominant. Dans cette logique, nous nous étions concentrés fortement sur l'accroissement de la taille des entreprises, la concentration et la centralisation progressive des médias, l'apparition de grands groupes contrôlant différents types de médias, studios de cinéma, réseaux de chaînes de télévision, chaînes câblées, magazines et maisons d'édition, ainsi que la diffusion croissante de ces médias, hors de leurs frontières d'origine, dans un processus de globalisation. Nous observions aussi le glissement progressif du contrôle familial vers des managers professionnels servant un plus large éventail de propriétaires et plus étroitement soumis à la discipline du marché. Toutes ces tendances, de même qu'une concurrence accrue entre différents types de médias pour la publicité, n'ont cessé de s'amplifier et de se renforcer au cours des 15 années suivantes, accentuant l'orientation vers le profit. La concentration des médias aux mains d'un nombre de plus en plus réduit de très grandes firmes s'est accélérée sans rencontrer pratiquement d'opposition de la part de l'autorité de régulation, la Federal Communication Commission, créée en 1934, ni des administrations successives, tant républicaines que démocrates. Ben Bagdikian note que, lors de la première publication de son ouvrage Media Monopoly, en 1983, une cinquantaine de firmes géantes dominaient la quasi-totalité des médias. En 1990, à peine 7 ans plus tard, ce nombre était réduit à 23. Une vague de fusions-acquisitions massives ainsi qu'une globalisation rapide ont par la suite laissé le monde des médias plus concentré que jamais, aux mains de 9 groupes en 2002. Disney, AOL Time Warner, Viacom, alors propriétaire de CBS, News Corporation, Bertelsmann, General Electric, détenteur de NBC, Sony, AT&T Liberty Media et Vivendi Universal. Ces empires médiatiques possédaient la totalité des plus grands studios de cinéma, des principaux réseaux de télévision, des maisons de disques,
ainsi qu'une part appréciable des chaînes câblées, les réseaux de câbles eux-mêmes, magazines, stations de télévision commerciales et maisons d'édition. La plus importante, AOL Time Warner, a la première intégré le principal serveur Internet à un système de médias traditionnel. Une quinzaine d'autres firmes bouclaient alors le système, ce qui signifiait qu'à peine 2 douzaines de firmes contrôlaient la quasi-totalité des médias qui touchent la majorité des citoyens américains. Bagdikian concluait que « c'est la domination écrasante du pouvoir collectif de ces firmes, corporativement liées et partageant les mêmes valeurs culturelles et politiques, qui amène à soulever de troublantes questions sur la place de l'individu dans la démocratie américaine. » À l'exception de General Electric, ces 9 firmes géantes ont pris naissance et se sont développées dans le seul univers des médias et dominent à la fois la création de contenu et leur distribution. 4 d'entre elles, Disney, AOL, Viacom et News Corporation, produisent à la fois films, livres, magazines, journaux, programmes TV, musique, vidéos, jouets, parcs à thème, etc. Elles disposent en outre d'un large réseau de distribution du fait de leur mainmise sur les ondes et le câble et la possession de commerces et de salles de cinéma. Elles produisent aussi de l'information et occasionnellement des reportages et documentaires touchant à des sujets politiques. Même si ces léviathans de la culture populaire sont davantage portés sur le divertissement, qui génère une très large audience, avec des programmes comme Qui veut gagner des millions, ABC TV, et Survivor, CBS TV, ou des films comme Le Roi Lion de Disney, permettant les cross-selling synergiens, qui focalisent au premier rang leur attention et leurs ressources. Depuis de nombreuses années, d'importants secteurs de l'industrie des médias, tels le cinéma et le livre, bénéficient de marchés mondiaux, mais l'émergence d'un véritable système médiatique globalisé, avec d'énormes conséquences pour les secteurs nationaux des médias, de la culture et de la politique n'a pas plus de 25 ans 122. Cette évolution a été alimentée par la mondialisation du commerce et, plus spécifiquement, la croissance de la publicité à l'échelle planétaire qui y est associée, ainsi que les avancées des technologies de communication qui ont favorisé les opérations transfrontalières et leur contrôle. Elle a aussi bénéficié de l'aide des politiques gouvernementales et de la consolidation de l'idéologie néolibérale. Les gouvernements occidentaux, et celui des États-Unis en particulier, ont fait primer les intérêts de leurs propres industries nationales, impatientes d'accéder à un marché mondial, avec le soutien du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, effort couronné par l'ouverture du marché international des médias aux firmes transnationales. L'idéologie libérale a fourni la justification intellectuelle de ces politiques, qui ont permis à des investisseurs privés transnationaux d'acquérir des stations et des systèmes de câbles et de satellites. La culture et l'idéologie que nourrit ce processus de globalisation reposent largement sur le style de vie branché et l'accès aux biens de consommation qui le caractérise, une situation tendant à saper le sentiment d'appartenance à une communauté civique. Robert McChesney observe que la marque de fabrique du système médiatique global est son mercantilisme impitoyable et omniprésent. Chaînes de téléachat, infopub et placements de produits sont en plein boom dans le système médiatique global. On ne s'étonnera donc pas qu'à la fin des années 1990, les enquêtes successives montrent la fascination, voire l'obsession des jeunes des classes moyennes pour les marques et les produits de consommation. L'information qui retenait alors l'attention des médias globaux outre les élections nationales ou des croisades comme l'opération Forces Alliées, la guerre des Nations Unies contre la Yougoslavie était de façon habituelle axée sur le sensationnel, comme la focalisation obsessionnelle sur le procès d'O.J. Simpson, l'affaire Lewinsky ou la disparition de 2 super-célébrités occidentales, la princesse Diana et John F. Kennedy Jr. Les effets simultanés de la globalisation, de la dérégulation et des pressions budgétaires ont aussi contribué, pays après pays, à réduire l'importance des médias non commerciaux. Ce phénomène fut particulièrement flagrant en Europe et en Asie, où les médias publics étaient autrefois prédominants, à l'inverse des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Les pressions financières exercées sur ces chaînes publiques les ont contraintes à une cure d'amaigrissement ou à entrer en concurrence avec les chaînes commerciales pour attirer des fonds. En matière de programmation, certaines sont devenues purement commerciales, par privatisation ou changement de politique d'antenne. Le rapport de force a résolument penché en faveur des chaînes commerciales. James Ledbetter souligne que
du fait d'une constante pression politique de la droite dure et des restrictions budgétaires, les États-Unis ont vu un raz-de-marée commercial prendre le contrôle des chaînes publiques, celles-ci se ruant littéralement pour aligner leurs services sur les réseaux commerciaux. Dans cette course à la transformation de l'audiovisuel public en supermarché, selon les mots de Ledbetter, les différences déjà bien minces avec les réseaux commerciaux ont presque totalement disparu. Et le plus important est que, dans leur programmation, ils partagent la même attitude, soit d'évitement, soit d'aseptisation des controverses politiques contemporaines, du genre de celles qui créent des ennuis avec des patrons puissants. D'aucuns soutiennent qu'Internet et les nouvelles technologies de communication sonnent le glas de la mainmise des industriels sur le journalisme et introduisent une ère sans précédent de médias interactifs et démocratiques. Il est exact et important de souligner qu'Internet a augmenté l'efficacité et la portée des réseaux d'individus ou associatifs. Il a permis à certains, dans des cas bien différents, d'échapper au formatage des médias dominants. Au Japon, les femmes ont pu découvrir de nouveaux sites spécifiquement consacrés à leurs problèmes, où il leur était possible de s'exprimer, de partager avec leurs semblables expériences et informations, et d'obtenir l'avis d'experts sur leurs problèmes professionnels, financiers ou personnels. 2S. Les résistants du Chiapas qui ont affronté les exactions de l'armée et du gouvernement mexicain ont pu mobiliser un soutien international en 1995 afin de faire connaître leurs revendications et de faire pression sur le gouvernement pour l'amener à revoir sa politique dans la région. La possibilité de communiquer par Internet, pour les paysans boliviens protestants contre les programmes de privatisation de l'eau de la Banque mondiale ou pour les étudiants indonésiens descendus dans la rue en 1998 pour mettre un terme à la dictature de Suharto, a engendré un niveau de mobilisation et un impact mondial aux conséquences considérables. La transnationale Bechtel, nouveau propriétaire du réseau de distribution d'eau bolivien tout juste privatisé et qui s'était empressé de doubler le montant des factures, dut faire marche arrière, et le contrat de vente fut annulé. En Indonésie, les manifestations et leur retentissement, s'ajoutant à la crise financière de 1998, aidèrent à démettre Suharto. Des mouvements de protestation plus larges ont aussi bénéficié des communications basées sur Internet. Lorsque les pays leaders de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, tentèrent de faire passer secrètement l'accord multilatéral sur l'investissement, AMI, qui protégeait un peu plus les droits des investisseurs internationaux au détriment des structures démocratiques nationales, Internet constitua un outil très important pour alerter les forces d'opposition de cette menace et mobiliser des forces qui firent capoter cet accord. De même, lors des mouvements de protestation contre les sommets de l'OMC à Seattle en novembre 1999 ou contre ceux du FMI et de la Banque mondiale à Washington en avril 2000, Internet joua un rôle majeur, tant dans l'organisation des manifestations que la diffusion des informations sur les événements eux-mêmes, prenant le contre-pied de l'image qu'en donnaient des médias unanimement hostiles à ces mouvements de protestation. Pour autant, bien qu'Internet se soit ajouté à l'arsenal de moyens de communication dont disposent dissidents et protestataires, il n'en a pas moins ses limites comme outil de critique. Fondamentalement, ceux dont les besoins d'information sont les plus critiques ne trouvent pas de solution dans Internet. Nombre d'entre eux n'y ont pas accès. Les banques de données ne sont pas conçues pour répondre à leurs besoins et leur utilisation, comme d'une manière générale toute utilisation effective d'Internet, présuppose un minimum d'organisation et de connaissances. Internet n'est pas un outil de communication de masse pour ceux qui n'ont pas d'étiquette connue, ne disposent pas déjà d'une large audience et de ressources importantes. Seules les organisations commerciales d'une taille significative ont pu faire connaître leur offre sur Internet auprès d'un grand public. La privatisation de l'infrastructure d'Internet, la commercialisation et la rapide concentration des portails et des serveurs, puis leur intégration dans des conglomérats opérant dans d'autres secteurs, la fusion AOL Time Warner fut un pas de géant dans cette direction, de même que le contrôle privé et concentré de la nouvelle technologie à haut débit, voilà qui menace de limiter toute perspective future de voir Internet s'affirmer comme un support de médias démocratiques. On a pu assister ces dernières années à la rapide pénétration d'Internet par l'industrie de la presse et les conglomérats médiatiques, redoutant tous de se laisser distancer par de petits pionniers amateurs de nouvelles technologies et prêts pour cela à accepter des pertes considérables plusieurs années de suite, ce dont ils ont les moyens, le temps de taire ce nouvel environnement. Soucieux de réduire ces pertes et confrontés aux réticences des annonceurs hésitant à investir dans un média réputé trop largement contrôlé par ses utilisateurs et caractérisé par un surf trop rapide,
les grands médias fraîchement initiés à Internet sont rapidement revenus sur Terre en procédant aux ajustements habituels, plus d'attention accordée à la vente de biens de consommation, coupe franche dans l'information, offre de contenu immédiatement adapté au public cible et aux annonceurs. Le Boston Globe, une filiale du New York Times, proposa si rapidement sur le net des offres de produits et de services que, il est troublant qu'aucun des portails de ces journaux ne donne la sensation que le journalisme de qualité se trouve au centre de sa stratégie. C'est que le journalisme ne sert à rien en matière de vente 131. Ancien rédacteur en chef du New York Times, Max Frankel explique que plus les journaux cibleront les internautes, plus il y aura de sexe, de sport, de violence et de comédie à leur menu, négligeant ou passant purement et simplement à la trappe les informations concernant les guerres ou les réformes du système de protection sociale 132. L'introduction des nouvelles technologies a pour principal objectif de répondre aux besoins de l'industrie, et les dernières nouveautés ont permis aux médias des réductions de personnel même quand ils dégageaient des bénéfices croissants. Elles ont aussi permis l'émergence de systèmes de diffusion globalisés qui ont réduit le nombre d'entités médiatiques. La capacité d'interaction du public, que facilite l'évolution des techniques, l'aide surtout à faire des achats, mais elle permet aussi aux industriels des médias de collecter des informations détaillées sur l'audience et d'affiner ainsi constamment le ciblage de leurs programmes et de leur publicité sur la base de caractéristiques individuelles. Ce qui va limiter la vie privée et intensifier la marchandisation. En un mot, les changements survenus en politique et dans le domaine de la communication au cours des dernières années n'ont fait que renforcer l'applicabilité du modèle de propagande. Le pouvoir accru des industriels et le marché mondial s'ouvrant à eux, les fusions et la centralisation accrue puis le déclin des chaînes publiques ont donné plus de poids que jamais aux objectifs lucratifs, aux États-Unis comme partout dans le monde. La concurrence pour attirer la publicité s'est intensifiée et la frontière entre la publicité et l'éditorial s'est réduite d'autant. Les rédactions se sont trouvées plus complètement intégrées à des empires industriels transnationaux, avec des budgets d'investigation en diminution et de moins en moins d'enthousiasme des cadres dirigeants pour un journalisme défiant les structures du pouvoir. Au cours de ces dernières années, le contrôle des sources et les contrefeux se sont aussi renforcés comme mécanisme d'influence des élites. La diminution des budgets alloués au journalisme et la concentration des médias ont rendu ces derniers plus dépendants que jamais de ceux qui donnent le là, produisent l'information et subventionnent la presse du même coup en l'alimentant en copie bon marché. Leur pouvoir sur les médias a augmenté et les firmes de relations publiques qui ont tel et tel puissant client jouent un rôle de plus en plus grand comme source pour les médias. Alex Carey, Stuart Ewen, John Stober et Sheldon Rampton nous ont permis de comprendre un peu mieux à quel point l'industrie des relations publiques est capable de tirer parti des conformismes journalistiques pour parvenir à ses fins et à celles de ses clients. Des études portant sur les sources de l'information montrent qu'une proportion significative des nouvelles émanent des communiqués de presse des firmes de relations publiques. On estime que le nombre d'employés des relations publiques qui dorlotent ainsi l'information excède de 20 000 celui des journalistes qui la rédigent. La force de l'idéologie anticommuniste s'est sans doute atténuée depuis l'effondrement de l'Union soviétique et la quasi-disparition des mouvements socialistes dans le monde. Mais le phénomène a été largement contrebalancé par le renforcement de la croyance dans « le miracle du marché », selon la formule de Ronald Reagan. Le triomphe du capitalisme et le pouvoir croissant de ceux qui ont intérêt aux privatisations et à la loi du marché a grandement renforcé l'emprise de l'idéologie de marché, au moins parmi les élites, au point que, contre toute évidence, les marchés sont supposés bienveillants et même démocratiques, ce que Thomas Frank appelle le « populisme de marché », tandis que tout autre mécanisme est tenu pour suspect à une exception près. Quand les entreprises privées ont besoin de subventions, d'être sauvées de la faillite ou de l'appui du gouvernement pour conquérir les marchés étrangers. Lorsque l'économie soviétique connut une période de stagnation dans les années 1980, on l'attribua à l'absence des marchés. Lorsque la Russie capitaliste se désintégra dans les années 1990, on n'en rejeta pas la faute sur les marchés qui y régnaient désormais mais sur les dirigeants et les travailleurs qui avaient échoué à laisser la magie des marchés jouer à plein. Le journalisme a intériorisé cette idéologie. Si on ajoute l'anticommunisme résiduel, dans un monde où le pouvoir global des institutions du marché fait passer toute alternative pour utopique, on obtient un cocktail idéologique très puissant. Ces évolutions, qui ont renforcé la pertinence du modèle de propagande, ont considérablement affaibli la sphère publique,
qui recouvre les espaces et les forums où les sujets importants pour une communauté démocratique sont débattus, et où une information nécessaire à la participation intelligente des citoyens est accessible. Le développement soutenu et l'influence culturelle du marketing a entraîné le remplacement d'une sphère publique foncièrement politique par une culture de consommation dépolitisée. Il a eu pour conséquence l'émergence d'un monde de communautés virtuelles créées par des publicitaires, structurées selon les tranches d'âge et les différences de goût des consommateurs. Cette segmentation basée sur la consommation et le mode de vie s'oppose aux communautés physiques, qui partagent une vie sociale et des préoccupations communes et participent à un ordre démocratique. De telles communautés virtuelles sont organisées pour acheter et vendre des biens, non pour créer ou servir une quelconque sphère publique. Les annonceurs n'apprécient guère la sphère publique où l'audience est relativement réduite, où naissent d'ennuyeuses polémiques et dont le cadre est peu propice à la vente. Leur prédilection pour le divertissement sous-tend une érosion graduelle de celle-ci sous la pression des médias commerciaux, largement illustrée par l'histoire de la radiodiffusion aux États-Unis au cours des 80 dernières années. Mais le divertissement n'a pas seulement le mérite de constituer un meilleur cadre pour vendre des biens, c'est aussi un vecteur remarquablement efficace de messages idéologiques camouflés. En outre, dans un système caractérisé par de profondes inégalités qui vont s'aggravant, le divertissement est l'équivalent contemporain des jeux du cirque. À Rome, il tient le public à l'écart de la politique et génère dans ce domaine une apathie des plus utiles à la préservation du statu quo. On aurait cependant tort de conclure que, si le public achète les produits et regarde les programmes offerts par des médias de plus en plus marchandisés, l'érosion progressive de la sphère publique reflète les préférences et le libre choix du public, comme citoyen ou consommateur. Le citoyen n'a jamais eu l'opportunité de se prononcer sur la vente massive, à partir de 1934, de droits de diffusion à des intérêts commerciaux. L'engagement solennel pris auprès de la Commission fédérale des communications, FCC, elle-même que les offres de services publics ne seraient jamais enterrées par le divertissement privilégié par les annonceurs, ne fut jamais tenu. Le public n'est pas souverain dans le domaine des médias. Propriétaires et gestionnaires en quête de publicité décident de offre sur laquelle le choix du public devra se porter. Les gens ne lisent et ne regardent généralement que ce qui est directement accessible et bénéficie d'une promotion intensive. Les sondages indiquent régulièrement que le public, bien qu'il écoute et regarde ce qui lui est proposé, souhaiterait davantage de nouvelles, de documentaires et une information différente, moins de sexe et de violence et un autre genre de divertissement. Il semble peu probable qu'il serait réellement indifférent aux citoyens de savoir pourquoi leurs revenus stagnent, voire déclinent, alors qu'ils travaillent de plus en plus dur. Pourquoi les soins médicaux auxquels ils ont accès sont aussi coûteux que médiocres. Ou encore négligent ce qui peut être perpétré en leur nom un peu partout dans le monde. S'ils sont si peu au courant de tels sujets, le modèle de propagande explique pourquoi. Ceux qui exercent leur souveraineté sur les médias ont décidé de ne pas aborder ce type de questions. Quelques applications du modèle de propagande à des sujets qui ne font jamais débat, les budgets de la défense. Dans son ouvrage Règles d'or, le politologue Thomas Ferguson avance l'argument que les points sur lesquels ceux qui financent les partis politiques et les élections sont d'accord seront exclus du débat politique, si forte que puisse être la demande du public en faveur d'un changement. Selon lui, pour que les électeurs ordinaires puissent influencer les choix électoraux, il leur faudrait disposer de puissants canaux rendant possible de manière directe l'expression et les délibérations de masse. Au nombre de ceux-ci, des syndicats et d'autres organes intermédiaires, lesquels pourraient, du fait de leur pouvoir collectif, obtenir que les intérêts des électeurs de base aient davantage de poids dans le système politique. Le modèle de propagande, et les arrangements institutionnels qu'il reflète, suggèrent que ces mêmes forces, qui placent hors du champ du débat politique les sujets sur lesquels leurs intérêts convergent, seront aussi celles qui déterminent les orientations des médias, évacuant de fait toute expression et délibération de masse sur ces questions. Par exemple, les sondages montrent régulièrement que, à l'exception des périodes de conflit et d'intense propagande de guerre, le public réclame généralement une réduction des budgets militaires, penchant pour un rééquilibrage des budgets de la défense vers l'éducation et d'autres fonctions civiles. Néanmoins, parce qu'il est de l'intérêt des investisseurs qui pèsent le plus dans le jeu des partis politiques que le budget de la défense reste important, le débat politique sur ce thème se bornera à déterminer si l'un ou l'autre des deux partis dominants mégote sur les crédits affectés aux dépenses militaires, les deux promettant de les augmenter,
comme l'ont fait George W. Bush et Al Gore lors de la campagne présidentielle de 2000, les plus grands médias emboîtant le pas, limitant le débat aux termes définis par les deux partis dominants et s'assurant que ne puisse être ni débattu ni seulement évoquer la revendication d'un rééquilibrage de ces budgets. Le candidat alternatif Ralph Nader demandait effectivement de telles coupes budgétaires, mais les médias ne lui ont jamais laissé aucune opportunité de s'exprimer sur ce sujet, certains d'entre eux plaidant explicitement pour son exclusion de tout débat présidentiel. Arguant que les positions des deux partis dominants se suffisaient à elles-mêmes, si les industriels américains pesaient ainsi en faveur d'un budget de défense colossal plus de 5 fois supérieur à celui de la défaillante Russie, le second plus important au monde, c'est seulement que les bénéfices qu'ils savaient pouvoir attendre d'importantes dépenses militaires étaient considérables. Cela incluait aussi bien les contrats d'armement et autres fournitures que l'allocation directe ou indirecte de crédits de recherche, ou le soutien apporté par les militaires proches du pouvoir à une expansion économique globale à laquelle les firmes transnationales américaines participent activement, en étant les premières bénéficiaires. Le monde des affaires bénéficie aussi des accords commerciaux menant à l'ouverture des marchés, et du soutien des activités de l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais ces accords commerciaux et les activités des institutions financières internationales ont généré des controverses et une forte opposition politique, car, tandis qu'elles bénéficiaient exclusivement au monde des affaires, les coûts en étaient entièrement assumés par les travailleurs, mis en compétition forcée sur un marché de l'emploi globalisé. En outre, globalisation et accords commerciaux renforcent à la fois le pouvoir politique et le pouvoir économique des milieux industriels, principalement en ce qu'ils déplacent l'autorité décisionnelle des structures démocratiques de l'État vers les banques et les technocrates, plus aptes à servir l'intérêt collectif des transnationales. Ici encore, de même que pour la question de l'orientation civile ou militaire des budgets, les sondages font ressortir un profond antagonisme entre les préférences des milieux industriels et celles du public, généralement hostiles aux accords et arrangements institutionnels préconisés par les premiers. Le modèle de propagande correspond bien au traitement médiatique de ce type de sujet. Observons, par exemple, la manière dont furent couverts la signature de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENAN-AFTA, et la crise financière puis le crash de 1994 à 1995 qui s'ensuivirent au Mexique. Les sondages qui précédèrent la signature de l'ALENA montraient très clairement que la grande majorité du public y était opposée de même que, par la suite, au renflouement des entreprises ayant investi dans la dette mexicaine. Les élites, elles, y étaient tout à fait favorables. Les éditoriaux, les dépêches, les articles, les tribunes d'experts penchaient très fortement en faveur de ces dernières préférences. La tonalité générale était que les avantages de l'ALENA étaient évidents, que toutes les autorités qualifiées l'assuraient. Et que seuls les démagogues et les intérêts particuliers s'y trouvaient opposés. Les « intérêts particuliers » qui pourraient bien être les perdants étaient en l'occurrence les femmes, les minorités, et la majorité de la force de travail. Les médias prirent le parti de gérer la réalité insistante, de sondage en sondage, selon laquelle une majorité était opposée à l'ALENA en l'ignorant, suggérant simplement de temps à autre que le public était mal informé et peinait à comprendre où se trouvaient ses véritables intérêts. Les velléités d'intervention du mouvement ouvrier pour peser dans le débat autour des accords furent sévèrement attaquées dans le New York Times et le Washington Post, sans que les positions, le lobbying ou la propagande du gouvernement et des milieux d'affaires fassent sans jamais l'objet de pareilles critiques. Et tandis que le mouvement ouvrier était attaqué sur les positions qu'on lui prêtait sur la question, la presse refusait que ces véritables positions puissent s'exprimer. En décembre 1994, à peine 11 mois après l'entrée en vigueur de l'ALENA, le Mexique fut frappé d'une terrible crise financière qui provoqua une fuite massive des capitaux, un effondrement de sa monnaie conduisant au refinancement par le FMI avec pour condition une série de coupes douloureuses dans les dépenses publiques. Bien que cette crise ait éclaté l'année même de l'entrée en vigueur de l'ALENA, les médias, qui avaient toujours décrit cet accord comme ouvrant sur un nouvel âge d'or économique, furent unanimes. Cela n'avait rien à voir avec cette crise. Ils firent littéralement bloc pour soutenir le plan de sauvetage mexicain, des investisseurs, en dépit de la nette opposition de l'opinion publique exprimée dans les sondages. Experts,
Bonze des médias et éditorialistes expliquèrent inlassablement que l'un des grands avantages de l'ALENA était qu'il avait enchaîné le Mexique de telle sorte qu'il lui était désormais impossible d'infléchir l'orientation générale de sa politique ou de disposer d'aucun recours pour se mettre à l'abri d'une sévère déflation et d'une flambée du chômage. Il ne leur passa pas par l'esprit combien ces chaînes étaient profondément antidémocratiques et d'autant plus contestables que les accords avaient été négociés par un gouvernement au pouvoir suite à une fraude électorale. La couverture des manifestations contestataires, lorsque l'opposition globale aux politiques de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale, qui n'avait fait que croître, déboucha sur les manifestations de masse de Seattle, en novembre et décembre 1999, puis lors de la conférence annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Washington en avril 2000, la couverture de ces événements fut hostile aux manifestants, le plus souvent tournée en dérision. Les médias ne surent à peu près généralement pas rendre compte des questions importantes soulevées par les protestataires. Les médias firent des manifestants de Seattle des « agitateurs professionnels », US News et World Report, irrémédiablement aigris, Philadelphia inquiret, juste, opposé au commerce international, ABC News, Faisant, beaucoup de bruit pour rien, CNN. Et les revendications des manifestants n'étaient pratiquement pas rapportées de même s'agissant des manifestations de Washington, les médias épiloguèrent interminablement sur les vêtements des manifestants, leur look, leurs odeurs corporelles, leur régime alimentaire et dénoncèrent une absence de « tout ce qui pourrait de près ou de loin s'apparenter à une cause ». Michael Kelly, Washington Post. Mais ils refusèrent obstinément d'aborder leurs revendications. Nombre de manifestants très bien informés avaient d'excellentes raisons de se trouver à Seattle. Il y avait parmi eux des économistes renommés, des experts en sciences sociales, des gens particulièrement engagés venus des quatre coins du monde 155, mais les médias ne perdirent pas de temps à les rencontrer, préférant promouvoir le stéréotype du militant altermondialiste comme ignorant et fauteur de troubles. Le ton des tribunes libres si déséquilibré était hostile aux manifestants. Le discours télévisuel était au moins aussi biaisé, avec un éclairage très sélectif sur les faits. Dans son émission du 29 novembre 1999 sur l'OMC, Dan Rather expliqua que cette organisation avait maintes fois pris de nombreuses mesures sur l'environnement, laissant entendre qu'elles étaient en faveur de l'environnement, alors qu'en réalité elles donnaient en général la priorité à la liberté du commerce sur les impératifs environnementaux. Autre caractéristique du traitement médiatique des VE-NAIMs de Seattle comme de Washington rappelant la désinformation du temps de la guerre du Vietnam, la presse exagéra la violence des manifestants, sous-estima celle des forces de l'ordre et les provocations policières et fit preuve de complaisance à l'égard des pratiques illégales employées pour limiter toute action de protestation, pacifique ou non. Bien que la police de Seattle ait recouru à la force et à des agents chimiques contre nombre de manifestants non violents bien avant qu'une poignée d'individus ne commence à briser des vitrines, tant dans le feu de l'action que par la suite, les médias inversèrent cette chronologie, prétextant que les violences policières répondaient à celles des manifestants. En fait, les casseurs ne furent guère inquiétés, à la différence des manifestants pacifiques ciblés par les charges, matraqués, gazés au lacrymogène, avec des bombes au poivre et appréhendés. Un article du New York Times alla jusqu'à prétendre que les manifestants avaient jeté des excréments, des pierres et des cocktails Molotov sur des délégués et des officiers de police. Le journal publia plus tard un démenti. Dan Rather, qui avait prétendu que les manifestants avaient provoqué la répression à Seattle, suggéra par la suite que ceux de Washington étaient probablement venus, dans l'espoir de rejouer les scènes de violence de l'année dernière à Seattle, cherchant l'accrochage avec ceux qui, chargés du maintien de l'ordre, voyaient les choses autrement. Dans son rapport de 87 pages, Hors de contrôle, réponse inappropriée à Seattle aux manifestations contre l'Organisation mondiale du commerce, l'American Civil Liberties Union, ACLU, écrivit « Les manifestants étaient dans leur très grande majorité pacifiques. » Ce n'était pas le cas de la police. La réponse de la police de Seattle aux manifestations fut caractérisée par des violations draconiennes des libertés civiles, avec notamment un usage généralisé des armes chimiques, des balles en caoutchouc et des matraques, tant contre des manifestants pacifiques que contre les passants. Mais ni NBC, ni ABC, ni CBS, ni le New York Times, ni le Washington Post ne daignèrent tenir compte du rapport de la CLU,
dont les observations contredisaient complètement l'homogénéité de leur position pro-police et anti-manifestants. L'inversion chronologique et l'exagération de la menace d'une violence possible des militants comme le traitement édulcoré des nombreuses actions illégales de la police visaient à instiller la peur chez ceux qui désiraient seulement manifester pacifiquement. Ces distorsions pavèrent la voie tant aux violences policières qu'à de sérieuses restrictions à la liberté d'expression. Leur systématicité et leur sophistication augmenta entre Seattle et Washington. Et elles furent ensuite utilisées pour réprimer les manifestations lors des conventions républicaines et démocrates de Philadelphie et Los Angeles en juillet et août 2000. L'hostilité des médias officiels au but même des manifestations, impeccablement alignée sur celle du reste du monde des affaires, fit douter de leur amour pour le premier amendement, ce quoi ils ne nous avaient pas accoutumés quand leurs propres droits et privilèges étaient en jeu. La visibilité médiatique des travailleurs, comme le suggère la couverture médiatique de l'ALENA et du droit du mouvement ouvrier à participer à son élaboration, au même titre que celle du Watergate, de l'affaire COINTELPRO et d'autres événements majeurs de l'histoire de la gestion des conflits du travail, l'affaire des marchés du foin, les grèves paysannes, la peur du rouge, dans l'entre-deux-guerres, le modèle de propagande s'applique aussi bien aux affaires intérieures qu'à la politique étrangère. Aux États-Unis, le mouvement ouvrier a été en constant état de siège au cours des dernières décennies, fortement mis à mal par la politique du dollar fort du début des années 1980, le dégraissage des effectifs, la globalisation, la violente campagne des milieux d'affaires pour abattre les syndicats, et par le soutien du gouvernement ou au moins son indifférence aux coûts qui leur furent portés ainsi qu'aux travailleurs. Une vague de désyndicalisation commença au début de l'ère Reagan, le taux de syndicalisation passant de 25% en 1980 à 14,5% en 1996 et à peine 10,2% dans le privé. Cela impliquait une perte du pouvoir de négociation des travailleurs à l'origine de concessions importantes en matière de salaire et d'allocations, d'une augmentation de la pénibilité des conditions et de la précarité du travail. Le licenciement par le président Reagan en 1981 de 11 000 contrôleurs aériens en grève donna la caution du gouvernement aux briseurs de grève et marqua l'ouverture d'une ère nouvelle dans l'histoire des relations sociales. Mais à lire ou écouter les médias, on pouvait difficilement s'en rendre compte. En 1994, un article fit exception dans Business Week, observant que, au cours de la dernière décennie, l'industrie américaine mena contre les syndicats l'une des guerres les plus victorieuses qui ait jamais été, licenciant illégalement des milliers de travailleurs pour avoir séoulement usé de leur droit à s'organiser, ces licenciements illégaux se répétant à l'occasion du tiers des élections professionnelles à la fin des années 1980. Mais cette guerre victorieuse fut menée en douceur, grâce à la collaboration des médias. Retrait de la reconnaissance de syndicats, recours à des ouvriers intérimaires et grèves débilitantes de longue durée, comme à Caterpillar, furent traités en tout petit caractère. Remarquable illustration de la pertinence du modèle de propagande, la grève de 9 mois des mineurs de Pittston, qui commença en avril 1989, reçut une couverture infiniment moindre et bienveillante que celle des mineurs soviétiques l'été de la même année. De 1977 à 1999, tandis que le revenu des 1% des ménages les plus favorisés augmentait de 84,8% et celui des 10% de 44,6%, le pouvoir d'achat des 60% les moins aisés diminuait considérablement, et les revenus des 20% les plus défavorisés chutaient de 12,5%. Hors fonction d'encadrement, la rémunération horaire réelle des travailleurs dans la production, soit 80% de la force de travail employée dans des fonctions ouvrières, chuta de 4,8% entre 1973 et 1999. Si on ajoute la dégradation des indicateurs sociaux au cours de la même période, cela suggère que le bien-être de la majorité déclina en cette période de plein emploi, de nouvelle économie et d'explosion des valeurs boursières. Dans la phase la plus euphorique, qui se conclut brutalement par le crash des valeurs Internet en 1999 et 2000, les grands médias remarquèrent à peine que seule une minorité engrangeait des bénéfices. Ils ne découvrirent brièvement le sujet que sous l'impulsion de Pat Buchanan, un populiste de droite, lors de la campagne présidentielle de 1996. Au cours de la campagne électorale de 2000, les candidats des deux partis dominants passèrent une fois de plus sous silence l'incapacité de la majorité à profiter de la marée montante, supposée profiter à tous.
Seuls Ralph Nader et d'autres candidats marginalisés le firent. Et comme nous l'avons vu, les médias estimèrent qu'on ne pouvait pas demander plus que le programme des deux principaux partis, l'industrie pharmaceutique et la sécurité sociale. Un autre exemple d'application convaincante du modèle de propagande est celui de l'industrie chimique et de sa réglementation. Étant donné le pouvoir considérable de cette industrie et la réceptivité des médias aux besoins des milieux d'affaires, les premiers ont légitimé un système qui consiste, comme l'écrit Rachel Carson dans Printemps silencieux, à nous empoisonner délibérément, puis à faire évaluer les conséquences. Les industriels se voient ainsi autorisés à produire et à vendre des produits chimiques, et, depuis les années 1990, des aliments biologiquement modifiés, sans expérimentation préalable et indépendante de leur toxicité. Tandis que l'évaluation sous la responsabilité de l'Agence de protection de l'environnement, EPA, est gravement contrariée, du fait tant d'un sous-financement que des entraves politiques, ce qui limite les expérimentations requises et le contrôle du respect des réglementations. En 1984, une importante étude du Conseil national de la recherche démontrait que, pour 78% des produits chimiques commercialisés, aucune évaluation des risques pour la santé n'avait été produite. Une dizaine d'années plus tard, une réévaluation du Fonds de défense environnementale ne put constater aucun changement significatif. Alors que 500 à 1000 nouvelles substances sont mises chaque année sur le marché, le Programme national de toxicologie du gouvernement fédéral teste 10 à 20 produits par an pour leurs effets cancérogènes, laissant de côté une infinité d'autres effets toxiques des produits chimiques, de sorte que nos connaissances dans ce domaine ne cessent de décliner. Le système fonctionne au mieux pour les industriels, puisque leur intérêt est de pouvoir faire leurs affaires sans ingérence et de garder la mainmise tant sur la recherche que sur les tests d'innocuité. L'arrangement qui leur permet de décider quels résultats valent la peine d'être transmis à l'EPA est du type renard libre dans le poulailler libre. L'intérêt public est loin d'y trouver son compte et son inadéquation a été renforcée par la capacité de l'industrie à influencer, voire contrôler l'EPA. Les industriels n'en soutiennent pas moins que l'innocuité de leurs produits est garantie par l'EPA ou la Federal Drug Administration. Mais ils s'efforçant au mieux d'affaiblir ces administrations qui, comme nous venons de le voir, se sont avérées impuissantes à contrôler la grande majorité des produits mis sur le marché. Avec l'aide des médias, les industriels du secteur ont aussi fait accepter le point de vue que les produits chimiques devaient être évalués un par un, sur la base d'une analyse des effets observés sur les individus et de tolérance individuelle. Mais il est très difficile de mesurer de tels risques et tolérances chez l'humain. Les expériences contrôlées sont impossibles, les effets peuvent n'apparaître qu'après des années, leur forme est difficile à prévoir, les produits chimiques peuvent interagir dans l'environnement enfin. CER teintes toxiques peuvent s'accumuler dans l'organisme et les produits de leur décomposition avoir leurs propres effets. De plus, si des milliers de substances chimiques sont répandues dans l'environnement, nombre d'entre elles pouvant s'accumuler dans l'organisme et interagir, une politique publique qui n'en tient pas compte est profondément inconséquente et irresponsable. Radicalement rejetée par l'industrie chimique, une politique fondée sur le principe de précaution qui serait soutenue par le gouvernement ne laisserait libérer aucun produit chimique dans l'environnement sans l'avoir dûment testé. Interdirait les produits chimiques pouvant s'accumuler dans les tissus humains et dont la dégradation génère des effets dangereux ou mal connus. Dans le cas de produits non testés ou reconnus potentiellement dangereux pour la santé, elle rendrait obligatoire le recours à des alternatives non toxiques. Dès lors que celles-ci existent et peuvent être produites à un coût raisonnable, en s'opposant avec succès au principe de précaution, les chargés de communication de l'industrie ont défendu l'idée que le système actuel se fonde sur les sciences dures. Mais la science ne dit nulle part que les industriels sont en droit de libérer dans l'environnement un produit dès lors qu'il comporte le moindre risque et être les seuls à décider pour nous quels risques sont acceptables, ce sont des décisions politiques. De plus, si les produits n'ont pas été testés selon chaque variable impliquant un choix de société tels leurs effets à long terme sur le système immunitaire, ou le système reproducteur, les risques de cancer ou les effets de leur dégradation sur l'environnement, et c'est bien évidemment le cas, le fondement politique et non scientifique de cette science dure devient évident. On ne compte plus les polluants que les grands groupes chimiques et pharmaceutiques ont produits des années durant en niant la main sur le cœur qu'ils étaient toxiques, du TE-hexantégutraéthyle de plomb dans l'essence au PCB dans les batteries en passant par le DDT, l'amiante et l'agent orange et qu'ils se sont contentés, une fois leur dangerosité formellement établie,
de retirer du marché le plus souvent ces éoulements pour l'usage domestique. Les industriels ont toujours trouvé des scientifiques complaisants pour certifier leur innocuité ou expliquer que leur toxicité n'était pas scientifiquement démontrée. Il y a toujours eu une différence considérable entre les résultats produits par l'industrie elle-même et les travaux de chercheurs travaillant dans le même domaine. De nombreux trucages de tests effectués par les industriels, des recours à des laboratoires accommodant les données pour rendre les résultats acceptables et assurer aux produits leur certification sont connus, sans parler du lobbying politique permettant de vider la réglementation de sa substance. Malgré cette manipulation de la science, les médias adhèrent largement à la thèse des industriels selon laquelle ils s'appuieraient sur la science dure à la différence des « sciences bidons » qui seraient l'apanage de leurs critiques. De 1996 à septembre 1998, sur 258 articles utilisant l'expression « science bidon », seulement 21 occurrences, soit 8%, concernaient des cas de détournement de cautions savantes par l'industrie. 160, soit 62%, des travaux d'environnementalistes, des critiques venant d'autres secteurs industriels. Ou des tribunaux dans le cadre de procès intentés à l'industrie chimique, et 77, soit 30%, ne rentraient dans aucune de ces catégories. Pour le dire vite, les médias ont intériorisé le mode d'autolégitimation de l'industrie, tout comme ils font primer l'idée de responsabilité individuelle du consommateur sur le principe de précaution. Les médias ont en outre fréquemment participé au discrédit des craintes concernant les risques chimiques en tant que peurs irrationnelles. On se souvient des risques supposés de la dioxine et de l'alar sur les pommes qui se révélèrent des risques réels pour la santé. Malgré cela, les médias se dispensent généralement de s'appesantir sur l'insuffisance de la réglementation et des tests ou sur le coût réel de la dispersion de produits chimiques dans l'environnement. La Commission paritaire internationale, IJC, un partenariat américano-canadien remontant à 1978, s'est vu confier la tâche herculéenne de tenter de mettre un terme au déversement de produits chimiques dans les Grands Lacs. Chaque année, la Commission rend compte de son manque de résultats et, depuis 1992, elle a vainement demandé la fermeture des usines de chlore, condition sine qua non de la réalisation de ses objectifs. Les médias nationaux, eux, sont toujours restés sourds à ces appels. Gordon Durnill, coprésident de la Commission, déclarait même: « La question des moyens de régler le problème est un choix de société, mais 90% de la population n'est même pas au courant qu'il y a réellement de quoi s'inquiéter. Nous sommes persuadés que le modèle de propagande permet de mieux comprendre une telle ignorance. » De même, dans la polémique sur les assurances de santé de 1992 à 1993, le refus des médias d'aborder sérieusement l'option d'une sécurité sociale unique, malgré le soutien général qu'elle semblait recevoir du public et les résultats probants de sa mise en place au Canada, allait complètement dans le sens des intérêts des compagnies d'assurance et des cliniques privées. Reportages et commentaires totalement dénués de sens critique sur la prétendue urgence d'une maîtrise de la fiscalité et d'un rééquilibrage budgétaire entre 1992 et 1996 rejoignaient parfaitement la volonté du monde des affaires de réduire les budgets sociaux et de déréguler le secteur. La naïveté feinte dont firent preuve les médias face à la prétendue crise du système de sécurité sociale, qui exigeait, à défaut d'ajustements faciles à réaliser, que l'on agisse 37 ans en amont au cas où les estimations des experts conservateurs se révéleraient exactes, faisait merveilleusement le jeu des idéologues conservateurs impatients de mettre en pièces un programme gouvernemental parfaitement fonctionnel. Et elle servait l'empressement des compagnies d'assurance à tirer les dividendes d'une privatisation partielle ou totale de la sécurité sociale. L'applicabilité du modèle de propagande dans ce type de cas, comme dans bien d'autres, va de soi. Cliquez sur « i » en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.